Bon, d'abord, je vous rassure, je ne vais pas esquisser de pas de danse ni pousser la chansonnette comme, paraît-il, m'y a invité tout à l'heure Bertrand de Villiers. Donc, chaque chose en son temps. Là, le sujet, c'est donc en quoi le DAB+ enrichit-il le paysage de la radio. Bon, alors d'abord, il y a les aspects liés à l'offre et l'usage. On en a déjà beaucoup parlé. Il y a évidemment l'amélioration du son. Et non seulement l'amélioration du son, mais surtout le fait que sur toute la zone de couverture, le son soit d'égale qualité. Et c'est ça, finalement, l'effet waouh par rapport à la FM. C'est que le DAB+ n'est pas sensible, ou beaucoup moins sensible, à l'affaiblissement et aux interférences. Donc plus de son. Plus de diversité, on l'a dit aussi, puisque contrairement à la FM, qui s'est planifiée au fil de l'eau, et où la situation est assez disparate quant à la richesse du paysage radiophonique selon les zones, il y a des petites zones où il n'y a que 3, 4, 5 radios, et puis il y a des plus grandes zones où il y a 20 ou 30 radios, eh bien en DAB+, on a la possibilité, puisque toute la ressource a été planifiée au temps T0, on est en train de dérouler l'expansion de l'univers DAB+, mais le Big Bang a eu lieu il y a quelques années, il y a trop d'années d'ailleurs, par rapport aux réalisations concrètes qui commencent seulement depuis 1 ou 2 ans. Donc en DAB+, on a la possibilité de faire passer 4 couches en chaque point du territoire, 2 nationales, 1 régionale qualifiée d'étendue et 1 locale. 4 fois 13 égale 52. Donc il y a virtuellement la possibilité d'avoir 52 radios en tout point du territoire. Donc diversité, meilleure écoute en mobilité, plus grande fluidité, pas besoin de bricoler les boutons de son poste. Quand les émissions métropolitaines des 2 MUX, dont on vient de sélectionner les candidats et qui viennent de se constituer d'ailleurs, la bonne nouvelle c'est que les 2 MUX métropolitains ont choisi leur opérateur de multiplex, et bien quand ces MUX seront opérationnels, c'est-à-dire on espère à peu près dans 1 an, à l'été 2020, eh bien un automobiliste circulant sur une bonne partie des autoroutes françaises, 20% à l'instant T0 des autoroutes, pourra bénéficier d'une écoute en mobilité. Alors c'est très important puisque beaucoup de radios, je suppose que la plupart d'entre vous en font l'expérience, ont une audience qui est maintenant atteint les 2/3 en mobilité. Et puis enfin, il y a ces fameuses données associées. Alors les données associées, à mon avis, je vous encourage, vous opérateurs, à vous montrer inventifs dans la manière d'utiliser cette possibilité de données associées, sachant que ce n'est pas nécessairement seulement la pochette du disque ou la photo de l'artiste. Ça peut être, j'en ai fait l'expérience le mois dernier pour fêter, là non pas le baptême, mais le premier anniversaire du DAB dans la région des Hauts-de-France. Et la radio qui nous accueillait, Play Loud, a mis en place un système d'audiovision dans lequel, quand le flux est parlé, par exemple une interview, on peut passer une image animée à faible débit dans le canal DAB et on a une petite radio filmée de qualité acceptable. Donc ça, c'est une possibilité parmi d'autres pour utiliser le canal données associées. Il y en a d'autres, par exemple, qui est de privilégier, d'essayer d'avoir des applications d'interactivité. Et on évoquait ce matin dans la voiture le cas d'une radio qui a le projet, ou je ne sais pas si c'est déjà en réalisation, d'offrir à l'auditeur la possibilité de faire une dédicace, puisque sur l'écran données associées s'affiche le prochain créneau disponible pour mettre sa patte dans la playlist et offrir une dédicace personnalisée. Et cet exemple, me fait une transition pour vous dire que je pense que plutôt que de défendre bec et ongle la valeur, par exemple, d'anonymat, il vaut mieux défendre la valeur plus moderne, plus numérique d'interactivité. Puisqu'aujourd'hui, les gens ont à la fois besoin d'anonymat, de consommation privée, mais aussi de consommation enrichie en l'échange de la cession d'un certain nombre de données. Donc je pense que le DAB+ doit s'inscrire dans cette transition qui est propre au numérique, qui est d'une sorte de troc pour lequel il faut trouver le bon équilibre entre données et personnalisation des services. Alors voilà pour ce qui est, disons, de l'enrichissement par l'offre et par l'usage. Mais il y a aussi l'enrichissement stratégique, en quelque sorte, l'opportunité stratégique pour le média radio d'assurer son développement durable
en maintenant un pied broadcast. Bon. Alors là, si vous permettez, il n'y aura pas de danse, mais il y aura une petite minute scientifique, si j'en ai encore une. Bon. Il y a, Démocrite disait « Tout dans l'univers est le fait du hasard et de la nécessité ». Et ceci a été repris par un ouvrage célèbre de Jacques Monod en 70, « Le hasard et la nécessité ». Et on pourrait dire en quelque sorte, le hasard et l'opportunité. Alors en biologie, je vais essayer de faire un parallèle entre biologie et technologie. En biologie, la nécessité, c'est ce qui est inscrit dans les gènes, ce qui relève de la génétique. Ce qui est potentiellement possible, si on transpose dans le domaine technologique, ce qui est potentiellement possible par le gène technologique. Et le hasard ou l'opportunité, ça relève de l'épigénétique. Alors l'épigénétique, c'est la science qui s'intéresse à l'expression des gènes, c'est-à-dire tout ce qui est potentiellement présent dans les gènes ne s'exprime pas nécessairement dans les cellules. Les cellules choisissent de façon opportune ce qui, dans le gène, verra le jour ou ne verra pas le jour dans le fonctionnement de la cellule. Et bien, dans le domaine du DAB+, vous voyez que la nécessité, c'est que le DAB+, est une technologie numérique, et on va vers un monde numérique, et l'opportunité, c'était que ce n'était pas gagné d'avance. Je pense qu'aujourd'hui, on a atteint un point d'irréversibilité, mais le fait que le DAB+, la technologie DAB+, s'exprime concrètement, et que les déploiements aient lieu, que le démarrage des émissions ait lieu, c'est le fait de l'opportunité, d'une opportunité voulue par des acteurs. Et pourquoi les acteurs voulaient-ils cette opportunité ? Précisément, puisque ça permet de garder une indépendance par rapport aux opérateurs télécoms. C'est la survie, finalement, je reprends le versant biologique du média radio, est lié au DAB+, puisque le pied radiodiffusion du média radio est nécessaire. Et aujourd'hui, la version moderne de la radiodiffusion, c'est le numérique, c'est le DAB+. Alors ça veut dire que le DAB+, est un successeur, entre guillemets, naturel de la FM. Mais là encore, si j'invoque la métaphore, si je continue à filer la métaphore biologique, en biologie, on sait qu'une espèce animale qui arrive ne tue pas brusquement les espèces animales préexistantes. On vit dans le monde biologique et on vit dans le monde technologique dans un mix continuel d'espèces, biologiques ou technologiques. Certaines espèces sont montantes, d'autres espèces sont descendantes, mais on n'est jamais mono-espèce. Si vous regardez la radio, longtemps les grandes ondes ont été dominantes, puis la FM est montée en puissance, les grandes ondes et les ondes moyennes, désolé pour mes amis bretons, sont en déclin, mais existent encore, puisqu'il existe encore un petit village breton qui émet en ondes moyennes, et il n'y a aucune pression pour faire disparaître les ondes moyennes. Et bien de même, il n'y a aucune pression pour faire disparaître la FM. Même dans des pays comme la Norvège qui ont fait leur switch-off, il y a encore dans des zones reculées des radios qui émettent en FM. Donc je prends le pari que dans 30 ans, il y aura encore de la FM dans certaines zones locales, rurales, et que les radios associatives seront bien contentes, les petites radios associatives locales seront bien contentes à cette époque de continuer d'en bénéficier. Donc, en pré-conclusion, qu'est-ce qu'on va faire maintenant ? Quelle est la suite du chemin ? J'ai encore 5 minutes ? Bon. Alors, il faut qu'on s'est dressé une feuille de route dite plan des nœuds et des arcs. Qu'est-ce qu'on va faire après ? Donc on va faire en fait un plan, si je reprends des termes physiques, un plan de la percolation. C'est-à-dire on a fait l'ossature du territoire, maintenant il faut mettre de la chair autour de cette ossature. Dans les mailles des nœuds et des arcs, il faut remplir, il faut densifier. Donc on pourrait appeler ça le plan de la percolation. C'est-à-dire qu'effectivement, le café coule à travers le filtre complètement. L'idée de faire d'abord les nœuds et les arcs, puis la percolation, c'était l'idée de faire exister en 3 ans quelque chose, de faire partir un premier train, de donner un élan qui permettra ensuite, justement, dans ces zones moins denses, que des opérateurs puissent se lancer, notamment les opérateurs associatifs, avec quelques chances de succès et sans avoir à attendre trop d'années avant de rentabiliser leur investissement. Bon, donc, le CSA va
dès l'automne, en septembre, lancer une consultation publique sur quelle va être la feuille de route, disons 2020-2022. Alors probablement, une des questions qu'on mettra en débat, c'est comment on commence la percolation. Est-ce qu'on, par exemple, on abaisse le seuil des nœuds? Là, on a pris tous les nœuds de plus de 175 000 habitants. On pourrait, par exemple, abaisser le seuil à 120 000. Donc on lancerait des appels étendus et locaux dans toutes les agglos entre 120 000 et 175 000. Ou alors est-ce qu'on met en priorité, on ouvre en priorité des étendus qu'on n'a pas encore ouverts, mais certains sont très peu denses. Alors Laval n'est pas en Bretagne, mais disons l'exemple, par exemple, c'est la Mayenne, pas très loin d'ici, où effectivement il n'y a pas de ville de plus de 120 000 habitants. La Corse, alors la Corse sera couverte à terme par le métropolitain, mais est-ce qu'il faut aller en Corse? Et puis aussi s'interroger sur qu'est-ce qu'on fait en Outre-mer, sachant que la question est compliquée, puisqu'il n'y a pas deux territoires qui se ressemblent par leur démographie, par leur géographie, et surtout par l'état initial de leur paysage radiophonique en FM. Donc tout ça va être soumis à votre réflexion, et avant la fin de l'année, on publiera donc une feuille de route percolation, plan de la percolation DAB+, 2020-2022. Alors, en conclusion, on se demandait beaucoup ce matin si le sigle DAB+, était porteur, ou qu'est-ce qu'il signifiait exactement. Je rejoins tout à fait Jean-Marc Dubreuil. Il faut maintenir le DAB+, et pour moi, le DAB+, c'est clair, c'est D comme détermination. Détermination non seulement du CSA, mais évidemment de tous les acteurs concernés, radio, opérateurs, constructeurs, équipementiers, diffuseurs. C'est A comme agilité, c'est-à-dire pour mener à bien les déploiements et surtout pour les coordonner, et surtout pour lancer aussi les actions de communication qui vont devenir nécessaires. 2018-2019, c'était les années de l'ouverture massive de la ressource. À partir de 2020, c'est l'année des réalisations concrètes. Et dès qu'il y a des réalisations concrètes, il faut évidemment que les radios, les émissions d'A+, aient des auditeurs, et donc il va falloir communiquer massivement. Bien sûr, nous, CSA, on fait tous nos efforts pour convaincre les pouvoirs publics de contribuer à cet effort de communication, mais mon sentiment profond, c'est que vous, les opérateurs, vous devez aussi prendre votre destin en main, non seulement pour les déploiements, mais aussi pour les actions de communication. Et en particulier, dans toutes les régions où les émissions ont commencé, je parlais de France tout à l'heure, puis vous, aujourd'hui, il faut communiquer, dire que ça existe, dire qu'on peut écouter, etc. Puisque, je vous rappelle que la loi obligera, d'ici la mi-2020, c'est-à-dire dans un an, à ce que tous les nouveaux matériels mis en vente, commercialisés, aussi bien fixes que autoradio, doivent être équipés de la puce DAB. Donc, ça existe, on peut en parler. Et on doit en parler. Donc, agilité, et B comme bien-être, puisque clairement la technologie d'A+, on l'a évoqué au cours des différents exposés, participe de notre développement numérique durable. Donc cet aspect bien-être à travers la radio, qui est un média de l'intimité, un média de la proximité, est une valeur importante du DAB. Et plus comme plus de radios au singulier, avec des améliorations qualitatives dont on a parlé, et plus de radios au pluriel, avec l'accroissement de la diversité dont on a parlé également. Je vous remercie.